On voit ton écran, c'est parfait. Parfait. Comme d'habitude, je verrai pas les questions parce que du coup, quand je mets mon diapo en plein écran, je vois plus les questions. Enfin, je re-regarde, mais je pense pas que je suis en mesure de pouvoir les voir. Non. Bah, du coup, euh, Joachim, éventuellement, si enfin, tu t'hésites pas à m'arrêter pour poser les questions de ceux qui posent des questions dans le chat directement si besoin. Sinon, au pire, on prendra les questions à la fin complète du workshop, hein. Ce sera peut-être aussi plus simple. Le problème, Seb. On commence? Alain est arrivé et il est promu en tant que panéliste, donc Parfait. Je commence ou tu dis deux, Bonsoir, trois mots? vous c'est bon, m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. bon, parfait, Merci. parfait. On t'entend Alain, très bien. Et ben merci à vous encore une fois de vous être connectés ce soir sur le premier webinaire de 2025 autour de la communication des décisions. Vous avez les trois animateurs habituels qui sont là, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser un maximum de questions et Oui, encore une ça fois. y est, c'est fait. Et encore une fois, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Formabat TV euh, dans les jours qui vont suivre la fin de ce webinaire, même si on va tous être mobilisés sur Orléans. Je suis sûr que certains d'entre vous ont Mhm. déjà prévu d'y passer. On pourra s'y retrouver. En tout cas, bon webinaire à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors du coup, pour ce workshop, on va parler de compétences non pas techniques, mais de compétences humaines qui sont aussi importantes, voire même plus importantes que les compétences techniques, dans le sens où bah, les compétences techniques, on peut les acquérir en lisant les règlements, en essayant de bien les fouiller, de les comprendre, etc. Les compétences humaines et personnelles, interpersonnelles, bah, c'est pas des compétences qu'on acquiert de manière innée, et ça demande souvent du travail sur soi. Donc, l'idée de ce workshop, c'est de voir ensemble comment on communique les décisions en tant que juge-arbitre. Et puis à la fin, il y aura probablement un temps de questions-réponses de façon à pouvoir bah, échanger avec vous. Juste pour rappel, l'idée de ces séminaires, de ces webinaires plus exactement, c'est d'harmoniser les pratiques sur tout le territoire. Là, on en est à la deuxième saison de ces webinaires. N'hésitez pas à envoyer un mail à la CFOT, hein, arbitrage@ffbat.org, si vous voulez suggérer des thèmes de webinaires auxquels vous aimeriez participer et que l'on pourrait proposer, ou envoyer moi directement un message ou un mail aussi, de façon à ce que à la fin on collecte toutes vos idées et qu'ensuite on puisse les, les préparer sous forme de webinaire. Donc, harmoniser les pratiques sur tout le territoire, mettre à jour les juges arbitres et les faire monter en compétences, et puis aussi bah, vous accompagner et vous préparer lorsque vous officiez, et aussi pour progresser dans votre juge arbitrage, si vous voulez aussi, pourquoi pas, bah, progresser dans les grades qui sont proposés dans la filière. L'idée aussi de ces webinaires, c'est de répondre à vos questions. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Voilà, l'idée, c'est que ce soit des webinaires qui soient aussi où la parole est libre, où chacun peut poser des questions via le chat pour éviter la cacophonie. Alors, en guise d'introduction, je voulais une fois de plus rappeler la logique ado qui doit tous nous gouverner quand on fait du jeu arbitrage. Donc, anticiper, décider, organiser et le travail d'équipe. L'anticipation, bah, ça requiert des compétences techniques et organisationnelles. Donc, bien évidemment, si on vient vous interroger sur des règles, bah, c'est bien de les connaître. Et c'est déjà un premier levier de la communication. Si bah, vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, et donc si vous ne maîtrisez pas ces aspects techniques, vous envoyez, vous communiquez un mauvais signal. Donc,
C'est toujours important. Et puis l'anticipation, c'est au-delà de la connaissance des nouvelles règles, etc. Anticiper, c'est aussi voir ce qui se passe sur les terrains et en dehors des terrains, de façon à pouvoir anticiper aussi la communication que l'on va formuler auprès des personnes que l'on va aller voir justement pour prendre une décision. Euh, et donc, voilà, le jeu arbitre, il est là aussi pour prendre des décisions. Et tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous apprendre ou qu'on apprenne collectivement à les expliquer, ces décisions, et à les annoncer. Organiser, bien évidemment, quand on est juge arbitre, c'est important d'être organisé, d'une part, donc soi-même, être organisé soi-même, et puis aussi organiser l'équipe que vous avez avec vous. Organiser et équipe sont deux termes qui vont ensemble dans cette logique à dos. Et donc, organiser, c'est aussi communiquer avec l'organisateur, avec toutes les parties prenantes de la compétition. C'est aussi un travail d'équipe et il faut bien apprendre à communiquer aux différentes personnes. C'est quelque chose de très important, surtout quand on est juge-arbitre sur une compétition, étant donné qu'on est chef d'orchestre. C'est mieux si, en tant que chef d'orchestre, on communique pas seulement la note qu'il faut jouer avec les violoncellistes, mais aussi avec ceux qui vont jouer de la trompette, ceux qui vont jouer de la flûte, etc., etc. Donc, quand on prend une décision, il y a peu de chances que cette décision, elle impacte uniquement une catégorie d'acteurs dans la compétition. Elle va impacter plusieurs acteurs, et donc il faut que toute la chaîne soit euh, au courant. Sinon, du coup, une erreur de communication peut poser des problèmes a posteriori. Donc l'idée de ce webinaire, c'est d'apprendre, ou en tout cas de monter en compétence pour mieux communiquer les décisions de manière claire et assertive, d'adapter votre communication selon les interlocuteurs. Donc on parlera des trois grands interlocuteurs du juge-arbitre, c'est-à-dire le joueur, le coach, l'arbitre et l'organisateur. Faire accepter une décision en minimisant les contestations, ça c'est un gros enjeu quand on est juge-arbitre. En général, quand on prend une décision, les gens nous applaudissent rarement et nous font rarement des super sourires avec nos décisions. Ils viennent plutôt grogner. Et donc l'idée, c'est de bien revoir un peu les techniques de communication qui vont nous permettre de faire accepter une décision. Et puis, on va aussi apprendre à gérer les tensions et les désaccords avec le plus de professionnalisme possible. Euh, et donc, ça nécessite aussi de travailler sur soi, chacun d'entre nous connaissant à la fois ses points forts en termes de communication, mais aussi ses points faibles. Et puis, au-delà de la communication, connaissant aussi bien ses points forts en termes euh, de comportement, et ses points faibles aussi en termes de comportement, de rapport à l'autre, etc., etc. Et aussi et surtout avant tout de caractère. On a des juges arbitres qui sont plus impulsifs, il y en a d'autres qui à l'inverse ont des caractères plutôt, j'ai envie de dire, euh, où tout va couler, tout va glisser. Il faut essayer de trouver cet équilibre-là de façon à montrer que les décisions qui sont prises sont d'une part les bonnes et vont être comprises et vont être ensuite mises en œuvre. Alors, les interlocuteurs du juge-arbitre, on en a parlé, enfin j'en ai parlé en introduction. On a quatre grands types d'interlocuteurs et à chaque type d'interlocuteur, il va y avoir des besoins spécifiques. Alors là, c'est les grands besoins spécifiques par interlocuteur. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais globalement, si un joueur vient vous voir, il va avoir besoin de clarté ou d'autorité. Alors je m'explique. De clarté, il va venir vous voir, tiens, ce point de règlement, est-ce qu'il peut être clarifié? Et sur la gestion des volants, j'ai pas compris, est-ce que ça peut être clarifié, etc. Sur le tableau, je comprends pas pourquoi un tel est sorti avant un tel, etc. Et puis, il va avoir besoin aussi d'autorité, c'est-à-dire que vous allez sûrement être sollicité, en particulier sur des tournois de proximité, des tournois de club, voire même des championnats départementaux ou régionaux, mais a fortiori sur les tournois privés, c'est-à-dire là où il n'y a pas forcément des arbitres, vous allez être sollicité pour
jouer votre rôle d'autorité au sens où vous allez devoir prendre des décisions et les mettre en œuvre et que ça plaise ou pas à certains autres joueurs, etc. Enfin, en tout cas, vous allez souvent être sollicité pour prendre des décisions et vous allez devoir faire valoir votre autorité. On verra la différence après entre autorité et autoritarisme, mais voilà, première clarification. Le deuxième, les coachs. En général, ils viennent vous voir à la table de marque parce qu'ils ont des besoins d'explications plutôt réglementaires, ouais, sur des tirages au sort aussi éventuellement. Les besoins des coachs sont rarement très différents de ceux des joueurs. Néanmoins, sur des compétitions un peu plus costauds de type fédéral, mais pas que, vous pouvez avoir des coachs qui vont venir vous voir parce que bah, ils ont besoin d'avoir plus d'informations sur les joueurs qui coachent. Est-ce que ce match-là va être avancé? Est-ce que ça va... Parce que j'ai besoin de savoir pour le communiquer à mon joueur, etc., etc. Les arbitres, si vous officiez sur une compétition sur laquelle il y a des arbitres, les arbitres, ils vont avoir besoin de cohérence. Si vous communiquez des décisions ou des façons de faire à un arbitre, eh bien, l'autre arbitre d'à côté, il va avoir besoin d'avoir le même niveau d'information d'une part. Hein, l'information doit être partagée par tous et communiquée en totalité et pas tiens, j'ai dit ça à l'un et puis à l'autre, j'ai dit un truc un peu différent, etc., etc. Ou je le dis en cachette à l'un et je ne le dis pas à l'autre. Ça n'a aucun intérêt. Les arbitres ont besoin de cohérence. Euh, Ils vous le feront remarquer s'il n'y a pas de cohérence aussi. Tu as dit que le marching in ou pour l'entrée sur le terrain, il fallait passer par-ci, par-là, ou tu as dit que sur la gestion des volants, il fallait ci ou ça. Et ben, en fait, par rapport à ce que tu avais dit hier, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la première procédure, la deuxième procédure, etc. Donc, ils vont vous demander des clarifications souvent, donc de la cohérence. Ils vont vous demander aussi du soutien technique et humain aussi. Bah, il faut s'attendre à des questions aussi d'ordre technique et savoir communiquer les réponses que vous allez donner à ces questions techniques. Et puis enfin, les organisateurs, alors là, s'il y a bien euh, des personnes avec lesquelles vous allez beaucoup communiquer, ces organisateurs, vous allez communiquer en amont, pendant et après la compétition. Et eux, les organisateurs, en tant que chef d'orchestre d'une compétition, vous, juge arbitre, le chef d'orchestre doit coordonner il peut être aussi amené à répondre à des questions de gestion, logistique, etc. Et là aussi, la communication est très importante de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème logistique. Parce que s'il y a des problèmes logistiques et des problèmes de communication avec l'organisateur, ça va impacter les joueurs, les coachs, éventuellement les arbitres. Dans ce tout-là, le rôle du juge-arbitre, je le répète encore une fois, c'est bien de superviser le bon déroulement du tournoi, d'appliquer le règlement de la Fédé, de gérer les litiges et les contestations, et de prendre des décisions en cas de problème organisationnel. Pour tous ces aspects du rôle du juge-arbitre, il y a besoin de communiquer. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de voir des situations et comment on fait pour communiquer et bien communiquer. Savoir communiquer ses décisions, c'est assumer son rôle de juge-arbitre. Le juge-arbitre, il est l'autorité par excellence d'une compétition, c'est le bonhomme en rouge, et il est vu par tous les parties prenantes, que ce soit l'organisateur, le coach, le joueur ou les arbitres, comme le patron de la compétition en quelque sorte. Euh, il a donc de facto, a priori, une autorité. Néanmoins, cette autorité qui est donnée de facto, elle n'est pas forcément naturelle. Certains juges arbitres, parce qu'ils ont une posture, parce qu'ils ont une aura naturelle, vont avoir cette autorité naturelle. D'autres, peut-être certains parmi vous, se sentent moins à l'aise avec cette posture et cette autorité naturelle. Or, c'est fondamental, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette idée de posture et d'autorité naturelle, d'en prendre conscience et de travailler dessus. Euh,
Parce que, encore une fois, vous êtes le leader de la compétition et que vous êtes le point de référence pour toutes les questions, qu'elles soient logistiques, réglementaires et autres. Alors, ça veut dire quoi avoir une posture et une autorité naturelle? Un, ça veut dire se positionner comme étant le référent officiel du tournoi. Deux, ça veut dire faire preuve de neutralité et de fermeté. Si vous ne faites pas preuve de neutralité, très rapidement, que ce soit les coachs et les joueurs ou les arbitres d'ailleurs, mais en tout cas à minima les joueurs, vont s'en rendre compte très rapidement et vont vous le faire remarquer. Et ils vont dire, bah, pourquoi tu m'as communiqué une décision et tu la communiques pas à l'autre là-bas? Ah bah oui, je comprends, c'est parce que c'est ton pote ou quoi. Même si c'est pas ton pote, vous pouvez être sûr et certain qu'ils mettront en avant, les joueurs ou les coachs, ils mettront en avant le fait que vous avez pris une décision avec une application qui est biaisée et donc un problème de neutralité. Donc faire preuve de neutralité et aussi de fermeté. La posture et l'autorité naturelle fait que quand on prend une décision, elle est ferme et définitive et globalement, on ne revient pas dessus. C'est ça qu'on appelle la fermeté. La fermeté, c'est en rien, encore une fois, l'autoritarisme ou j'ai décidé que et c'est comme ça et un point barre et c'est tout. On va apprendre et je vais vous donner quelques conseils justement pour voir comment on fait pour affirmer sa fermeté et son autorité naturelle. C'est aussi expliquer les décisions sans laisser place à l'interprétation. On le verra, comment on fait pour communiquer une décision. Tout l'enjeu, c'est de communiquer suffisamment, mais pas trop. Donc je reviendrai un peu sur ce point-là avec un exemple concret. C'est aussi garder son calme, même en cas de contestation. Alors bien évidemment, parmi vous, il y a sûrement des sanguins. Il y a sûrement des juges arbitres qui savent, parce que c'est comme ça, c'est dans leur nature, qui vont avoir tendance à s'emporter très vite. Eh bien, pour devenir un bon juge arbitre, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur garder son calme en toutes circonstances. Garder son calme, ça veut dire non seulement ne pas partir au quart de tour, mais ça veut dire aussi ne pas paraître paniqué. Si vous paraissez paniqué ou que vous ne gardez pas votre calme, là, vous cassez toute communication avec votre interlocuteur et vous remettez en cause toute décision que vous prendriez. Et enfin, évitez toute hésitation. Et donc, forcément, ce manque d'assurance qui est souvent lié à un manque d'assurance, soit par manque d'expérience, ou soit par manque de technicité, donc c'est-à-dire de connaissance des règlements et des pratiques, ça peut être perçu comme une faiblesse. Et forcément, si vous envoyez comme signal que vous hésitez à chaque fois que vous prenez une décision, vous communiquez à l'autre que, en gros, il va pouvoir faire ce qu'il veut et que toutes les décisions qui vont être prises vont pouvoir être mises en cause. Alors, comment on fait pour adapter sa communication aux interlocuteurs? Alors, d'abord sur les joueurs. Avec un joueur, l'idée, c'est d'avoir une communication rapide et directe. Euh, Exemple, il y a un joueur qui vient vous voir, blablabla, il n'est pas content, nanana. Faut être court, rapide, direct. Vous avez reçu un avertissement pour retard de jeu, le jeu doit être continu, veuillez reprendre. Je prends cet exemple-là. Imaginons que vous êtes juge arbitre sur une compétition, un championnat régional. Il y a un arbitre qui est, euh, sur la chaise. Il met un carton jaune. Il met un avertissement pour retard de jeu. Vous avez vu la situation. Et là, le joueur grogne, pète un câble, ne veut pas reprendre le point, traîne des pieds, etc., etc. pour reprendre. Euh, et là, l'arbitre vous appelle, et donc vous avez vu la situation. Vous vous rapprochez du de l'arbitre, de l'arbitre. Vous commencez par discuter avec l'arbitre, qui va vous expliquer, j'ai mis un carton jaune parce qu'il a retardé le jeu. Et ensuite, vous allez aller communiquer aux joueurs une décision. Vous allez confirmer la décision de l'arbitre, et surtout, vous allez communiquer de manière rapide et directe.
Vous avez reçu un avertissement pour retard de jeu. Le jeu doit être continu. Merci de reprendre tout de suite. Et là, il faut être très ferme. Et il ne faut pas rentrer dans la discussion. C'est-à-dire que si le mec ou la meuf continue de rediscuter, ouais, mais en fait, l'autre en face, il prend son temps aussi, et puis lui, il n'est pas sanctionné, etc. Là, vous ne cherchez plus à discuter. Vous avez expliqué. Là, vous regardez de manière ferme et vous dites merci de reprendre le jeu. Et vous l'invitez à reprendre le jeu. Et vous finissez la discussion. Il est hors de question de rentrer dans une boucle de discussion parce que sinon c'est sans fin. Donc communication rapide et directe. Ensuite, avec un coach, il faut une justification qui soit concise et réglementaire. Euh, c'est pas votre joueur, par exemple, le joueur sur le terrain se prend un carton euh, pour une conduite antisportive, j'en sais rien. Et là, le coach n'est pas content et vient vous voir à la table de marque et vous dit, ah, l'arbitre, là, il vient de foutre un carton à mon joueur, etc. Donc, soit vous avez vu ce qui s'était passé, auquel cas vous pouvez lui expliquer que il y a une règle qui dit que la conduite antisportive est sanctionnée et l'arbitre a pris la bonne décision, la décision appropriée. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, vous le laissez s'exprimer, entièrement s'exprimer, et ensuite vous expliquez pourquoi cette décision a été prise. Et si possible, il faut se baser sur le règlement. C'est la même chose lorsque, par exemple, je ne comprends pas pourquoi mon joueur n'est pas sorti alors qu'il est deuxième de poule, etc. Là, il faut lui expliquer de manière concise, mais en s'appuyant sur le règlement. Le règlement dit qu'il n'y avait qu'un sortant par poule, et donc ça explique pourquoi, etc. Mais il faut s'appuyer sur le règlement parce que le coach va chercher à comprendre pourquoi. Et l'explication la plus probable, on va la trouver dans le règlement. Donc, ça sert à rien d'expliquer en donnant des arguments qui sont bidons. Il y a un règlement, on s'y réfère, et du coup, on ferme le banc à toute discussion, puisque vous, en tant qu'arbitre, vous êtes là pour faire appliquer le règlement. Donc là, euh, vous vous mettez derrière le règlement, vous dites, bah, désolé, c'est le règlement, c'est comme ça. Je suis là pour juste l'appliquer et pour t'expliquer pourquoi ton joueur a pris un carton, par exemple. Avec un arbitre, il faut avoir un échange plutôt dit professionnel, alors je mets des guillemets, hein, professionnel et cohérent. Donc, euh, à la fin d'un match, le match a été très tendu à la fin du match ou pas loin de la fin du match. L'arbitre a donné un carton, mais le joueur n'a pas compris. Le joueur, à la fin du match, est venu voir le juge arbitre, etc., etc. Il ne faut pas laisser cette situation comme ça et laisser l'arbitre comme si vous n'aviez pas vu cette situation-là. Donc là, on va aller le voir et on va avoir une discussion d'officiel technique à officiel technique. Et donc là, on va expliquer, voilà, s'il y a un joueur qui conteste une décision, c'est important de s'assurer qu'il a bien compris la décision que tu as prise. Euh, Si besoin, j'irai en toucher deux mots à son coach. Donc là, vous êtes aussi là pour l'accompagner. Il y a un soutien technique, mais aussi humain. Et donc, si besoin, vous allez voir le coach, parce que le coach est venu gueuler aussi à la table de marque. Et donc, vous allez vous montrer à l'arbitre que, voilà, il a fait une erreur, il en a pris conscience, il doit en prendre conscience. Vous lui expliquez ça. Et vous allez aller régler et finaliser le règlement du problème avec les autres personnes concernées et, euh, et l'affaire est réglée. Avec un organisateur, donc là, on va être plutôt sur de la coordination et de l'anticipation. Donc, pff, allez, on a un souci sur le terrain 3, il pleut, j'en sais rien, la toiture, je sais pas quoi. Euh, il faut envisager de déplacer certains matchs pour éviter les retards. Donc là, on est sur de l'anticipation. Et puis surtout, avec l'organisateur, il y a des questions liées à la coordination, à l'organisation. Et donc là aussi, l'organisateur, il a besoin qu'on lui explique le problème, euh, qu'on lui donne une solution que vous avez envisagée à ce problème, et que vous expliquiez en quoi la solution que vous apportez va apporter une réponse au problème.
Donc, il y a un problème, j'ai une solution. Voilà comment on va éviter de prendre du retard. Donc voilà en quoi cette solution va non seulement apporter une réponse au problème, mais va permettre d'anticiper d'autres problèmes après. Là, je vous ai donné quatre exemples. Bien évidemment, on pourrait les multiplier à l'infini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque type d'interlocuteur, on va avoir différents types de réponses et différents types de communication. Pour les arbitres, ils attendent du soutien et beaucoup de discussions aussi. Donc n'hésitez pas à étendre la discussion, en particulier si le match est très mal passé et l'arbitre sort la tête dans les chaussures en mode voilà, enfin, jusqu'à être bouleversé, pourquoi pas, hein. Donc là, il faut vraiment aller en soutien et prendre le temps de la discussion, de l'écoute. Et donc là, on n'est pas sur une communication rapide et directe ou concise. Là, on prend le temps et on a de l'empathie. Une des grandes qualités d'un bon officiel technique, qu'il soit arbitre ou juge-arbitre en particulier, c'est moins vrai pour le juge de ligne, mais en tout cas pour l'arbitre et le juge-arbitre, c'est l'empathie. Et donc l'empathie, c'est aussi, ça fait partie de la communication. Donc être empathique, c'est écouter l'autre, écouter ce qu'il a à dire, et ensuite expliquer, prendre une décision, etc. Mais l'empathie, c'est écouter l'autre. Alors, quelles sont les clés pour formuler ces décisions? Il faut faire ça avec clarté et précision, donc il faut éviter les explications trop longues. Pour être évaluateur de juge-arbitre au niveau euh, de ligue et fédéral et aussi fédéral, euh, j'ai tendance à reprendre assez souvent les juges-arbitres qui se lancent dans des longues explications. Plus vous allez être long, plus vous allez perdre votre interlocuteur sur l'argument que vous allez donner, et plus vous allez vous embrouiller. Donc là, on a deux paramètres qu'il faut à tout prix éviter. Donc, éviter les explications trop longues, et il faut expliquer avec des termes simples mais précis. Votre interlocuteur, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Euh, Probablement. Est-ce que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience? Pas beaucoup d'expérience. Est-ce que c'est un coach avec beaucoup d'expérience? Est-ce que c'est un parent? Donc la plupart du temps, vous n'allez pas forcément connaître qui vous avez en face de vous. Donc il faut plutôt expliquer avec des termes simples et puis surtout précis, et en particulier précis au regard du règlement. Ce qu'on appelle une technique de communication assertive, c'est l'idée d'énoncer la décision de manière ferme, mais avec le calme. Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille. Vous pouvez le travailler devant votre miroir si vous voulez, mais en tout cas, ça se travaille. Et donc, il faut à la fois montrer que vous avez une autorité, que votre décision, elle est ferme, mais il faut, et je l'ai déjà dit auparavant, être très calme. Si vous n'êtes pas calme, ça va monter et ça va être l'escalade. Et au jeu de l'escalade, c'est pas certain que vous gagnez, parce qu'au jeu de l'escalade, il y a des coachs, il y a des joueurs, voire des organisateurs aussi, qui peuvent donc parler plus fort que vous, qui peuvent forcément parler plus fort que vous, qui peuvent gueuler plus fort que vous, et donc c'est sans fin. Donc à tout prix, évitez l'escalade. Euh, Vous prenez une décision, alors évitez les explications trop longues, mais évitez aussi de vous justifier inutilement. Vous avez pris une décision, vous l'avez expliquée en termes simples et avec calme. Il n'y a pas besoin de délayer et de chercher à vous justifier inutilement pendant des minutes et des minutes. À un moment donné, il faut fermer le banc. Vous avez expliqué. Le joueur, le coach entend ou pas votre explication. En tout cas, c'est celle que vous donnez. C'est votre explication définitive. Point. Et vous fermez le débat. Voilà. Donc forcément, euh, le joueur ou le coach va repartir frustré, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils repartent le moins frustrés possible. Donc, si vous fermez le débat, c'est parce que vous êtes assuré qu'il a bien compris, même s'il n'est pas d'accord avec la décision, pourquoi vous avez pris la décision. Et il faut aussi utiliser des formules plutôt courtes et affirmatives. Si vous rentrez dans des nini ou neuneu ou quoi, c'est pas très bon. Pour donner des formules
courtes et affirmatives. Dans des formules courtes et affirmatives, vous laissez peu de place à la contestation de la décision, parce que vous êtes dans l'affirmation. Alors, quand vous gérez les contestations, il faut absolument pas rentrer dans ce débat émotionnel qui vise à euh, chercher à tout prix à calmer le joueur, etc., etc. Je veux dire, si je sais pas, l'arbitre lui a mis un carton rouge, que le joueur il pète un câble, etc., etc., euh, il faut expliquer pourquoi la décision a été prise. Vous arriverez probablement pas à calmer le joueur. Même si vous êtes d'une calmitude déconcertante, vous arriverez probablement pas à le calmer. Il est excité, c'est la fin de match, il a perdu son match, il n'est pas content, etc., etc. Euh, vous pouvez toujours essayer, mais c'est souvent peine perdue. Il se calmera de lui-même 5 minutes ou 10 minutes après avoir digéré la décision, etc. Donc ne rentrez pas dans un débat émotionnel qui viserait à faire une consultation de psychologie post-match, 1 minute après le match. Ça sert strictement à rien et vous allez probablement envenimer le débat. Il faut rester le plus factuel possible. Vous avez observé des choses, vous donnez les faits et vous expliquez pourquoi ces faits viennent en contradiction avec le règlement et qui peuvent expliquer votre décision ou peu importe. En tout cas, il faut être les faits, les faits, les faits. J'ai observé ça, j'ai pris cette décision-là. Et puis, voilà, je l'ai déjà dit, mais évitez de réexpliquer 15 fois la même chose. Vous avez expliqué une fois, il a compris, mais il n'est pas d'accord avec la décision. Il n'y a pas besoin de réexpliquer une deuxième fois parce que vous allez perdre du temps. Et lui, il a bien compris en fait, mais c'est juste que, il n'est pas d'accord avec la décision. Donc, à partir du moment où il a compris la décision, vous fermez le banc, c'est terminé. Alors, pourquoi un joueur ou un coach peut contester? Il peut contester parce qu'il est frustré par une décision, qu'elle soit d'un officiel technique, d'un organisateur, etc., etc., par votre propre décision. Il conteste parce qu'il n'a pas compris le règlement ou une règle. Euh, ou il conteste souvent parce qu'il va avoir une volonté d'influencer volontairement l'arbitre ou le juge-arbitre. Ça peut arriver aussi, hein, que volontairement on vient contester pour faire changer la décision. euh, sur un tirage au sort, sur une décision de je sais pas quoi. Ça peut arriver, c'est même plutôt courant, qu'il y ait des tentatives d'influence. Il faut comprendre et identifier cette tentative d'influence. Si vous avez identifié que le joueur là ou le coach tente de vous influencer, vous aurez d'autant plus de facilité à gérer cette contestation. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours laisser parler le joueur ou le coach sans l'interrompre immédiatement. Le joueur ou le coach, il a besoin de déballer son... Il a besoin de déballer. Il a besoin d'expliquer quelque chose. Ne l'interrompez pas, parce que ça tombe dans ce qu'il est en train de déballer. Il va vous donner la réponse à sa question. Euh, c'est souvent le cas avec des coachs qui viennent voir, mais je comprends pas, il y a machin, bidule et tout. Si vous l'arrêtez en disant, attends, 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 je t'explique, en fait, c'est deux sortants par poule, etc. Et là, il va vous reprendre, oui, mais attends, c'était pas ça ma question. Ma question, c'était pourquoi bidule et machin. Et donc, je ne veux pas entendre un joueur ou un coach qui dit, attends, attends, c'était pas ça ma question. Si il vous dit ça, c'est parce que vous l'avez coupé et vous avez donné une réponse à une question qu'il n'avait pas posée. Donc, un, laissez parler le joueur et le coach sans interrompre immédiatement. Je ne l'ai pas mis, mais ça pourrait être la deuxième chose. Euh, S'il vient vous voir, c'est pour vous poser une question euh, ou vous faire une suggestion. Mais en tout cas, s'il vient pour vous poser une question et qu'en fait il vient contester, 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 mais qu'il n'a pas posé de question, vous lui demandez à la fin, et donc c'est quoi ta question? C'est important de lui demander de reformuler euh, son interrogation, de reformuler sa complainte sous forme d'une question, et donc question à laquelle vous allez répondre. Donc, vous ne répondez pas à des questions qui n'ont pas été posées. Euh,
Vous avez compris la question, vous avez une réponse à la question, vous allez répéter calmement ou expliquer calmement la décision et la règle concernée. Si, pour X ou Y raison, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Ça peut arriver, bien évidemment, vous ne connaissez pas les règlements par cœur, les règles par cœur, etc. Et d'ailleurs, vaut mieux parfois ne pas prendre la décision tout de suite pour éviter de donner une mauvaise réponse, parce que communiquer une mauvaise réponse, bah, ensuite c'est le jeu du téléphone arabe, donc un tel va communiquer cette mauvaise réponse à son pote, à son joueur, à son partenaire, à son adversaire, et donc ça va faire le tour du gymnase et ça va partir en live. Donc, euh, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, eh bien vous dites OK, j'ai bien compris ta question. Laisse-moi 2 minutes, je revérifie dans mon règlement, je revérifie le tableau et je t'apporte une réponse. Toujours dans le calme absolu. Vaut mieux faire ça que de communiquer à la hâtive, à la hâte, une décision. J'ai déjà dit, mais pas se laisser emporter par l'émotion. Et puis toujours clore cette discussion rapidement avec fermeté, c'est-à-dire que si on insiste, on va dire, bah, il faut clore la décision, sinon c'est sans fin. Donc, pour résumer, 3 mots. Un, annonce. Deux, justification. Trois, clôture. Si vous prenez toujours ces précautions-là lorsque vous prenez une décision, vous limiterez les problèmes. J'ai une décision, je l'annonce, je la justifie et je clôt le sujet. Alors, qu'est-ce que vous faites si un joueur ou un coach conteste? Alors, il y a des techniques pour garder le contrôle, hein. Euh, une des techniques, c'est évidemment de ne pas couper la parole. De deux, si une fois qu'il a fini, qu'il a posé sa question, vous commencez à répondre et que lui vous coupe la parole, eh ben, c'est un moment de communication. Vous pouvez dire, attends, je ne t'ai pas coupé la parole, tu me laisses répondre, tu ne me coupes pas la parole, et ainsi vous reposez un débat où chacun s'écoute. Donc ça, c'est aussi important. Vous ne coupez pas la parole, ce qui vous permet en retour, au cas où le joueur viendrait vous couper la parole, de dire, je t'ai entendu, tu m'écoutes maintenant. Il ne faut pas non plus répondre aux provocations, et donc si c'était le cas, si on vous provoquait ou quoi, il faut fermer la discussion en disant je ne vais pas débattre, la décision est prise et c'est terminé. Euh, Contrôlez vos émotions le plus possible, même si c'est la fin de journée, qu'il est samedi et qu'il est 22 heures et que c'est un vrai merdier pas possible et que vous avez 2 heures de retard sur votre échéancier. Il faut rester professionnel, entre guillemets, entre toutes circonstances. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que la communication, elle est pas seulement verbale, elle est aussi comportementale, entre guillemets, une comportementation corporelle. Et donc, quand vous prenez une décision, vous regardez les gens dans les yeux. Quand vous prenez une décision, vous n'êtes pas affalé sur votre table. Vous vous mettez à la hauteur de la personne. Donc, si la personne vient vous voir à la table de marque, debout, normal, elle vient vous voir à la table de marque, vous vous êtes assis, vous pouvez éventuellement l'écouter en restant assis, en lui disant, attends, je regarde, je contrôle le règlement et je vais te donner une réponse. Et par contre, la décision que vous allez prendre, vous vous levez et vous vous mettez à hauteur d'homme, entre guillemets, à hauteur Dieu, et vous lui expliquez la décision. Donc là, vous vous mettez à sa hauteur pour donner une décision et donc pour avoir une communication corporelle qui est équilibrée et qui n'est pas déséquilibrée. Si lui, il est debout et que vous, vous êtes assis, il a l'ascendant corporel en termes de communication sur vous. Et là, c'est pas possible. Donc, encore une fois, pour avoir une communication équilibrée, vous vous mettez à la hauteur de la personne. Si, par exemple, il y a un arbitre avec qui vous voulez communiquer à la fin d'un match qui s'est mal passé, etc., soit vous communiquez debout, ou puisque c'est une communication, comme je vous ai dit, qui va peut-être demander plus de temps, vous l'invitez à s'asseoir à côté de vous et donc vous vous mettez encore une fois à hauteur d'homme, donc assis et vous êtes tous les deux dans une position assise.
vous regardez les gens dans les yeux quand vous parlez aux gens. C'est aussi important. Donc dans les phrases de clôture, bon, il y en a plein, hein. Donc je vais pas débattre, la décision est prise. J'ai entendu de votre demande, mais la décision est conforme au règlement. Nous appliquons les mêmes règles pour tous. Nous passons à la suite maintenant, etc., etc. Bon, il n'y a pas une phrase typique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut clore à un moment donné. Alors, j'en viens maintenant aux questions de leadership et de gestion des émotions. Alors, Euh, la question de rester calme, professionnel, en toutes circonstances, ne pas se laisser influencer, que ce soit par les joueurs, les coachs, le public, etc. aussi, hein, qui peut aussi chercher à vous influencer, et ben ça se travaille. Et donc, à la fin de ce webinaire, je vous invite à vous faire un exercice d'autodiagnostic. Donc, chaque participant de ce webinaire ou si vous le revoyez sur YouTube en relecture, eh bien, posez-vous la question, quelles sont mes forces en termes de communication au regard de tout ce que je vous ai dit là? Quels sont mes axes d'amélioration, euh, aussi bien en termes de gestion du stress lié à une communication que à l'autorité que j'ai au sens autorité naturelle et posée. J'entends pas autorité au sens de fermeté, autoritarisme. Je parle bien d'autorité au sens naturel et posé. Euh, Bien évidemment, cet autodiagnostic, il doit être euh, le plus complet possible et le plus honnête possible. Soyez honnête avec vous-même. Donc, vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vous connaissez votre caractère. Posez-les sur le papier. Et lors de votre prochaine compétition, dites-vous, bah voilà, allez, sur cette compète, je vais travailler ma gestion du stress quand je dois communiquer. Donc, je vais essayer de ne pas bafouiller. Donc, je vais préparer ma réponse. Je vais essayer de mieux gérer mon autorité naturelle et je vais essayer d'être moins autoritaire en mode c'est moi qui décide, c'est comme ça et c'est tout. Je vais essayer de travailler ça en essayant de poser plus ma voix et d'expliquer calmement ce que je veux prendre comme décision et ce que j'ai pris comme décision. Donc travaillez-le, c'est le petit exercice que je vous donne à la fin de ce webinaire. Euh, Cette autorité naturelle, elle est d'autant plus essentielle qu'elle va vous rendre crédible. Et elle va faire en sorte que vos décisions sont respectées. Alors cette autorité naturelle, si vous ne l'avez pas, bah, ça se travaille à chaque compétition. Et elle doit être travaillée à chaque compétition. Euh, Pourquoi? Parce que sinon vous allez être en boucle. Et puis, bien évidemment, à la compétition suivante où vous allez vous rendre, bah, les joueurs vont dire ah, c'est encore l'autre de la fois dernière. Ah bah laisse tomber si c'est lui, etc., etc. Donc, pour éviter ce type de remarques, eh ben, travaillez-le très vite et dites-vous que bah, voilà, sur les compétitions jusqu'à la fin de la saison 2025, 2024-2025, là, bah, je ne travaille pas tellement mes règlements, mais je travaille plutôt mon autorité naturelle et posée et ma posture. J'entends beaucoup de gens qui disent ah bah oui, moi avant chaque compétition, je travaille mes règlements, je relis mes règlements. Très bien. Bah, c'est important parce que c'est une condition du sine qua non quand même. Mais ça se travaille aussi pendant la compétition et travailler ça, le leadership et la gestion des émotions. Donc pour se tenir avec autorité naturelle, comme je l'ai dit, il faut regarder son interlocuteur dans les yeux, se tenir droit, parler d'une voix posée, ni trop forte ni hésitante, et surtout ne jamais revenir sur une décision déjà prise, sauf erreur manifeste. S'il y a une erreur manifeste qui nécessite que vous reveniez sur le souci parce que là, c'est une décision qui va à l'encontre du règlement et que c'est n'importe quoi, etc., évidemment, il faut revenir dessus. Mais il n'y a pas de raison que vous reveniez sur une décision que vous avez prise. Ce qui veut dire, encore une fois, j'ai commencé le webinaire par ça, qu'il faut anticiper. Vous devez anticiper la décision que vous allez prendre.
Si je prends cette décision-là, ça va avoir un impact sur telle et telle partie prenante de la compétition. Ça va avoir un tel impact sur telle partie de l'organisation de la compétition. Et donc, par conséquence, je prends cette décision en toute conscience des conséquences qu'elle va avoir. Et si vous prenez cette décision en toute connaissance des conséquences qu'elle va avoir pour les parties prenantes et pour l'organisation, eh ben, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et donc, vous allez communiquer de manière beaucoup plus naturelle parce que vous savez déjà quelles sont les conséquences et vous allez anticiper éventuellement les questions que les joueurs et les coachs vont pouvoir vous poser. Et donc, vous allez améliorer votre autorité naturelle et votre posture. Pour ça, il y a une méthode des 3 C pour une communication efficace. Donc, c'est assez classique quand on est en sciences de la communication. C'est la clarté, la concision et le calme. Donc, clarté, aller droit au but sans ambiguïté. Concision, éviter trop détailler, se limiter aux faits. Et le calme, ne pas se laisser déstabiliser par l'émotion. Les erreurs fréquentes à éviter, ce qu'on observe souvent en tant qu'évaluateur de juge-arbitre, comme je l'ai dit déjà, un excès de justification dans les décisions, un changement d'avis sous pression et répondre avec émotion à une contestation. Donc à répondre dans l'excès, on monte dans les tours, etc. Donc tout ça, c'est à éviter. Et un bon juge-arbitre, c'est un juge-arbitre qui donne des décisions claires, concises et calmes. Et bien évidemment, par opposition, qui ne cherche pas à justifier, à monter dans les tours, etc., etc. Euh, Développer une autorité respectée, ça veut dire développer une autorité euh, pas crainte. J'ai mis ça en rouge parce que un juge-arbitre qui est craint, pour moi, c'est pas un bon juge-arbitre. Un juge-arbitre qui est craint, c'est un juge-arbitre qui ah ouais, putain, c'est lui, ah bah alors là, il faut pas le faire chier parce que sinon il va nous foutre des cartons ou machin ou ceci, cela, etc., etc. Donc ça, c'est pas une bonne image que vous allez rendre. Un bon juge-arbitre, il n'est pas craint. Un bon juge-arbitre, il a une autorité qui est respectée. Donc, si on vous entendez de vous que ah oh bah là si c'est lui alors il va falloir faire attention à tout ce qu'on fait, etc. Et ben il faut travailler là-dessus parce que c'est pas l'image que nous en tant que commission fédérale des officiels techniques on veut que vous renvoyiez en tant que juge arbitre. Donc l'autorité respectée, c'est être cohérent dans ses décisions, faire preuve d'écoute sans se laisser influencer et ne pas montrer de stress même en situation tendue. Alors, bien évidemment, il y a des techniques de gestion de stress. Ce n'est pas l'objet du webinaire de vous faire une liste exhaustive des techniques de gestion de stress, mais néanmoins, il y a 2 choses importantes. Un, ce qu'on appelle la pause mentale, donc prendre quelques secondes avant de parler pour ne pas répondre sous l'émotion. C'est ce qu'on appelle la pause mentale. Et c'est hyper important de prendre une pause mentale si vous sentez que vous montez en stress. La visualisation. Euh, Vous pouvez aussi imaginer un JA expérimenté que vous connaissez qui serait en train de gérer la situation à votre place. Quelle posture il aurait? Quelle réponse il apporterait? Et donc cette visualisation, cette transposition d'un juge-arbitre qui serait à votre place et qui répondrait à une sollicitation d'un juge-arbitre, d'un organisateur, etc., d'un arbitre, d'un organisateur, d'un coach ou d'un joueur, va faire que vous allez tout de suite baisser de stress parce que vous allez voir vous référer à une tierce personne que vous imaginez et qui sait gérer cette situation-là. Alors voilà, j'en ai terminé pour la partie théorique. Alors bien évidemment, les cas pratiques ils sont multiples, les mises en situation sont multiples. Je ne peux que vous exhorter euh, pendant la deuxième partie de la saison de noter tous ces cas pratiques, toutes ces mises en situation que vous avez, auxquelles vous avez été confrontés, éventuellement de me les faire remonter, donc des situations bien évidemment délicates que vous avez dû à gérer, que vous n'avez pas su gérer, de me les faire remonter. Et puis ensuite, d'une manière ou d'une autre, on peut toujours essayer d'en discuter et de voir quelle aurait été la situation ou l'attitude appropriée que le juge arbitre aurait dû avoir. Et ben maintenant, j'arrête le partage et on va prendre les questions. Euh, oui, Antoine, tu mettais ou les questions ou les.
les questions ou les commentaires. Donc Antoine, tu disais, je parlais davantage de charisme que d'autorité naturelle, parce que s'il faut la travailler, elle n'est donc pas naturelle. Est-ce que ce serait pas plutôt la compétence reconnue par le plus grand nombre qui conférait l'autorité? Alors effectivement, c'est très juste. Alors, on peut parler d'autorité naturelle. euh, alors, dans le charisme, une personne, elle est charismatique ou elle l'est pas, et c'est pas toujours facile de le travailler, ce charisme-là, parce que euh, le charisme, il peut être lié aussi, je sais pas, au physique de la personne, il peut être lié à plein de paramètres, et ça se travaille pas forcément. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, en tout cas, euh, cette autorité naturelle, alors on peut la nommer comme on veut, hein, cette autorité naturelle, j'ai utilisé le terme autorité naturelle, d'autres utiliseront charisme ou autre, mais en tout cas, cette autorité que on a sur une compétition, et pas cet autoritarisme, vous aurez bien compris, elle est surtout conférée par les autres. Et c'est très juste ce que tu dis, Antoine, en disant que finalement, si on a une autorité naturelle, si je reprends ce mot-là, c'est pas nous, en tant que arbitre, qui décrétons individuellement qu'on a une autorité naturelle, c'est les autres qui vont nous la conférer. Donc, bah voilà, ça se travaille et ça se travaille collectivement en quelque sorte. Gilles, question vouvoiement obligatoire. Euh, Si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, il n'y a pas de raison de switcher d'un seul coup du vous au tu. Euh, Alors, en anglais, c'est simple parce que c'est you tout le temps, donc il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas de tutoiement. Mais en français, il y a une distinction. Euh, Passer du tu au vous, euh, le joueur ou le coach soit ne le comprendrait pas et il prendrait ça comme un mauvais signal. Il prendrait ça comme ah ouais, en fait, il me met une distance mais en fait une distance qui serait trop significative et qui n'aurait pas de sens. Donc on peut rester sur le mode du tutoiement et par ailleurs quand même prendre une décision. Je te connais et je t'explique comment ça se passe. Et tu peux être d'accord ou pas, etc., etc. Donc le vouvoiement, c'est pas obligatoire. En revanche, si vous connaissez pas la personne, par définition, vous allez vous voyer. Et si lui vous tutoie, et que vous ne connaissez pas la personne, vous lui répondez par le vouvoiement. Et là, vous mettez une distance parce que vous ne connaissez pas la personne. Donc ça, c'est une manière assez classique d'ailleurs en général. Alors, comment communiquer avec des parents des jeunes des joueurs? Alors, Chris, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ils ont une méconnaissance des règlements la plupart du temps. Euh, c'est parfois leur première compète, donc ils accompagnent le petit qui vient de faire sa compète, etc. Donc c'est pas le public le plus facile auquel avec lequel on peut s'adresser, mais dans ce cas-là, il faut faire plus de pédagogie. Donc là où on va être ferme, rapide, concis, etc. Bah là peut-être qu'on va prendre plus de temps. Dans tous les cas, il faut avoir une voix ultra posée et un calme absolu. Parce que c'est une nouvelle personne qui ne vous connaît pas, que vous connaissez pas, qui vient d'arriver sur une compétition. Et là, en ayant un calme absolu et en prenant le temps, en étant pédagogique, vous allez lui envoyer un signal d'une autorité naturelle et de quelqu'un à qui on peut se référer. Et un bon juge-arbitre, c'est quelqu'un à qui on peut se référer. Donc ça, c'est très important. C'est pas évident du tout de communiquer à des parents parce qu'effectivement, ils connaissent pas les règles. Il faut donc faire beaucoup de pédagogie. Et c'est aussi du cas par cas parce qu'on peut avoir des parents aussi qui font semblant de ne pas connaître les règles, mais qui les connaissent. Donc, euh, je suis d'accord aussi, Sylviane, sur. Je pense qu'il est plus difficile d'être arbitre, notamment sur les questions de communication, hein. Parce que le juge-arbitre, il a de toute façon le temps de la réflexion. C'est-à-dire que le juge-arbitre, il peut, dans tous les cas, s'il n'est pas sûr de son coup, comme je l'ai dit et comme je le recommande, et comme on le recommande en tant qu'évaluateur fédéraux, euh, il faut, euh, il faut prendre son temps si on n'est pas sûr de notre coup. Et on a le temps quand même parfois d'avoir ou d'expliquer. Et on peut prendre le temps d'expliquer
d'autant plus si votre interlocuteur, que ce soit organisateur, coach ou joueur, euh, il est calme. Et bien souvent, quand il voit la table de marque, il est rarement calme parce qu'il vient contester quelque chose. Mais s'il est calme, et si vous avez le temps, c'est intéressant aussi de prendre le temps de la discussion, mais que si on est dans une situation calme, posée, etc. Et effectivement, quand on est arbitre, malheureusement, on ne peut pas dire, attendez, je descends de ma chaise, je vais voir la règle 16.3, qu'est-ce qu'elle dit, quoi. Donc, bah oui, de ce point de vue, l'arbitre, il doit avoir un niveau de technicité bah, très, très, très significatif, dans le sens où bah, il doit prendre une décision et il ne peut pas se référer à un document qu'il aura avec lui, quoi. Et donc, du coup, l'hésitation, elle est encore moins euh, possible. Donc, les questions de communication, quand on est arbitre, euh, elles sont multiples. Et c'est pas non plus évident quand on est arbitre, mais il y a aussi des techniques spécifiques en tant qu'arbitre quand on communique, quand on communique avec les joueurs. Christina, comment gérer un joueur qui a une mauvaise foi? Alors bien évidemment, on connaît tous, on a tous eu un coach ou un joueur qui a une mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaît la règle, vous lui expliquez la règle, mais il est quand même pas d'accord avec la règle. Que ce soit pour une tenue, que ce soit pour, je sais pas, un point de règlement, une sortie de poule, ou j'en sais rien. Dans ces cas-là, si le joueur a une mauvaise foi, vous pouvez verbaliser, puisque vous êtes sûr de votre coup et que vous voyez explicitement qu'il a une mauvaise foi, vous lui verbalisez qu'il a une mauvaise foi. Vous lui dites, écoute, là, je t'ai expliqué la règle, visiblement tu es une mauvaise foi. Et donc, on va en arrêter là. Voilà. Donc là, vous lui envoyez un signal que vous avez bien compris son petit manège, que vous avez bien compris qu'il a compris ce que vous lui avez dit, qu'il est de mauvaise foi, et donc vous lui faites comprendre qu'il est de mauvaise foi, et vous lui dites de manière explicite, tu es de mauvaise foi, on arrête là, on arrête la discussion, merci, au revoir. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Mais vous pouvez aussi le verbaliser, en lui faisant comprendre que vous n'êtes pas dupe. Donc ça, c'est une bonne technique de communication bah, pour à la fois clore le sujet, et lui faire comprendre que bah, ce petit jeu-là, vous avez bien compris que vous connaissiez aussi bien le règlement que lui, que vous. Comment gérer un joueur ou un coach qui fait un parallèle entre des JA et dit qu'avec un tel, on est autorisé à ça, etc. Bon, ça, c'est aussi très, 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 très euh, commun, on va dire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'objectif de ces webinaires, c'est d'essayer de faire en sorte que, à terme, on ait une harmonisation, alors pas totale, mais au moins la plus importante possible sur le territoire, de façon à ce que les décisions qui sont prises dans la compétition A dans Centre-Val de Loire soient la même que la décision qui est prise par un autre juge arbitre en Île-de-France ou à Bérésina les Casse-Noisettes. Euh, Maintenant, effectivement, sur une situation particulière, un juge arbitre peut prendre une décision et un juge arbitre, sur une autre compétition, avec la même situation, va pouvoir prendre une décision différente. L'un n'a pas tort et l'autre n'a pas tort, c'est juste que, il a interprété cette situation de manière différente et les deux décisions sont bonnes. Donc effectivement, on peut être dans une situation où le joueur veut dire, ouais, mais la semaine dernière, il a autorisé, puis là, tu n'autorises pas. OK. Eh bien, peut-être. Mais sur cette compétition, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est aussi important quand vous êtes sur euh, des compétitions où on vous explique, ah bah tiens, le jeu arbitre la semaine dernière, en fait, la réponse que vous devez lui donner, c'est que, un, vous n'étiez pas sur cette compétition-là. Et donc, peut-être qu'il a donné, mais en fait, peut-être qu'il n'a pas donné. Et que le joueur essaie de vous entuber, en faisant croire que le juge arbitre a pris une décision différente que la vôtre, alors qu'en fait, il prend la même décision. Donc, il peut aussi y avoir de l'embrouille aussi autour de ça, où le joueur va essayer de vous faire croire que. Donc, vous lui dites peut-être, peut-être qu'il a pris cette décision, il n'y a pas de souci, sauf que là, sur cette compétition, c'est cette décision-là. Et a posteriori, vous expliquez la décision sur cette compétition. A posteriori, ça vaut le coup de prendre le coup de téléphone. Et si vous avez le téléphone du juge arbitre de la compétition de la semaine dernière, de lui téléphoner et de lui demander s'il a pris telle ou telle décision. Et si par hasard, il n'avait pas pris une décision différente de la vôtre, bah, d'aller voir à nouveau le joueur et lui dire, bah, alors par contre, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit ça, parce qu'en fait, le joueur,
le juge arbitre m'a dit qu'il avait pris exactement la même décision. Et donc là, de mettre en porte-à-faux le joueur pour dire, bah, en fait, tu as voulu jouer avec les règles, tu as voulu jouer avec le fait qu'on ne se connaissait pas, en fait, on se connaissait. Et puis, bah voilà, enfin, en tout cas, c'est pas toujours évident de gérer ces situations-là, mais la situation la plus simple, c'est de dire, OK, c'était ça la semaine dernière, mais cette semaine, c'est ça, et on s'en tient à cette règle-là, et on l'applique, et elle sera appliquée pour toute la compétition. Euh, Mais oui, effectivement, c'est pas rare que les joueurs fassent des parallèles, des comparaisons, etc. Euh, Ça ne veut pas dire que le joueur a tort, hein, encore une fois, hein, et parfois, en fait, la décision que vous avez prise, a posteriori de votre décision, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne décision et que le juge arbitre sur la compétition de la semaine précédente, il avait pris la bonne décision. Et que vous, a posteriori, vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision, en tout cas une décision qui n'est pas idéale. Donc si cette décision qui n'est pas idéale, elle va tenir la route pour le reste de la compétition, il n'y a pas de raison de revenir sur cette décision. Si la position que vous avez prise, elle n'est pas idéale, voire même elle peut vous remettre en cause l'organisation de la compétition, et qu'il est encore temps d'en changer, et que vous pouvez communiquer facilement à tous les joueurs, vous pouvez éventuellement revenir sur la décision en expliquant pourquoi finalement, effectivement, c'est peut-être pas cette décision qu'il faut prendre, il faut en prendre une autre. Mais il faut, d'une manière générale, éviter de se déjuger trop souvent. Donc, d'où l'intérêt de prendre le temps de réfléchir et de décider avant de communiquer aux joueurs pour éviter de revenir sur une décision que vous avez prise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Souvent, sur les tournois privés, les joueurs ne veulent pas trop entendre la notion d'image du sport. Comment argumenter? Alors, effectivement, vous êtes sur le tournoi de Trifouilly-les-Oies, vous allez voir un joueur parce qu'il a un super maillot de foot, euh, et vous allez le voir et vous lui dites, bah, ton maillot, il n'est pas réglementaire, donc est-ce que tu peux en changer, s'il te plaît? Voilà. Et là, il va vous répondre. Donc vous lui dites que c'est pour l'image du sport. D'abord, il y a le règlement qui dit ça. Et puis ensuite, c'est l'image du sport. Et là, il va vous répondre, ah bah, l'image du sport, ça va, c'est le tournoi de Trifouille-les-Oies. Il n'y a personne, il n'y a pas de public, on est entre nous. Bon, et bah, sur ce type de réponse, vous lui dites oui, mais en fait, c'est pas seulement l'image du sport que tu renvoies aux autres, qui peuvent être le public, des élus locaux, etc. Mais l'image du sport que tu renvoies aux autres qui font partie de la compétition, c'est-à-dire aux autres joueurs. Et donc, si toi, en tant que joueur, tu renvoies à tes adversaires ou à tes partenaires cette image de ton sport, et bah, c'est pas une bonne image que tu renvoies. Donc, recentrer souvent aussi sur l'idée de dire que l'image du badminton, c'est l'image du sport en général, pour le public, mais aussi pour les joueurs et les participants de la compétition. Donc ça peut être un bon moyen, éventuellement, d'argumenter. Mais bon, c'est un argument qu'on a souvent, effectivement. Ouais. Théo, sans aller dans l'excès, que faire en cas d'agression verbale, ton qui monte fort, voire insulte avec joueur? Bon, effectivement, ça peut arriver. Bon, j'ai eu la chance de jamais y être confronté, mais par contre d'avoir vu, en tant qu'évaluateur, de telles situations. Euh, il faut pas, il faut arrêter. Il faut lui dire, bon, allez, stop, c'est bon, on arrête là, c'est terminé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'attitude que tu viens d'avoir et ton agression verbale, etc., etc., je vais la reporter dans mon rapport. Et donc, vous faites un rapport le plus circonstancié possible sur la situation. Il vous a insulté, il a utilisé tel mot, t'es qu'un connard, t'es un enculé, t'es ceci, t'es cela, t'es un vendu, etc., etc. Vous écrivez mot pour mot ce que la personne vous a dit, vous le reportez dans votre rapport juge-arbitre, et si possible, vous dites que autour de vous, il y avait tel joueur ou tel arbitre ou tel membre du comité d'organisation, et qu'il peut témoigner aussi. Et ces personnes-là pourront effectivement, éventuellement témoigner ou être appelées à témoigner si le joueur ensuite est convoqué en commission disciplinaire. Mais là, il faut arrêter la discussion et faire lui expliquer qu'il y aura un rapport et que ce rapport pourra faire l'objet d'une commission disciplinaire. Mais ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin parce que de toute façon, si vous lui répondez, bah, si moi je suis un enculé, toi t'es un vrai connard, vous risquez, vous aussi en tant que juge-arbitre, une commission disciplinaire parce qu'il n'y a pas de raison que vous insultiez les joueurs, même si eux vous insultent. Voilà, vous êtes le chef d'orchestre,
Donc, c'est à vous de mener la danse, la musique, la partition. Et il n'y a pas de raison que, à un moment donné, vous déviez de cette partition et que vous lâchiez la baguette. Donc, il faut rester professionnel et dire ça sera reporté dans le rapport. Alors effectivement, Sophie, tu as raison, hein, beaucoup de joueurs contestent sous prétexte que c'est un petit tournoi, donc ils ont le portable sur la chaise de coach, etc., etc. Il faut rien lâcher. Il faut ne jamais lâcher. Parce que s'il le fait sur le petit tournoi, et ben, le risque, c'est que vous laissiez passer ça et que sur le tournoi, la fois suivante, c'est le championnat départemental, la semaine suivante, et que sur le championnat départemental, il refasse la même chose. Et puis, et puis le joueur lui dit, ah bah oui, mais la semaine dernière, le juge arbitre m'a laissé faire. Effectivement, et bah là du coup, en gros le truc c'est qu'on va vous dire bah oui mais et puis Sophie dira bah oui en fait j'ai laissé faire. Bah ouais, sauf que du coup vous mettez en difficulté vous-même et vous mettez en difficulté le juge arbitre sur la compétition suivante parce que c'est une compétition officielle, départementale, régionale, ou j'en sais rien. Donc j'insiste là-dessus. C'est pas parce que c'est un petit tournoi qu'il faut pas appliquer les règles. En tout cas, les règles, les principes de base. Après, bien évidemment, il faut adapter son juge arbitrage au niveau de la compétition. Mais là, des règles de base comme le téléphone portable en tant que coach euh, ou avoir une tenue correcte en tant que coach, ça, c'est des choses qui s'appliquent sur n'importe quel tournoi, peu importe si c'est un petit ou un gros tournoi. Donc là, il faut malgré tout expliquer et réexpliquer et dire que ce petit tournoi peut-être deviendra gros demain et donc cette règle qui s'applique ici, elle s'appliquera aussi demain et c'est des règles générales qui sont établies et qu'il faut suivre ces règles générales qui sont établies, qui sont des règles de base pour une compétition, y compris de base. Est-ce bien de rappeler, donc alors moi il y avait 5 coachs en face de moi et on m'a dit ce n'est pas comme en région parisienne. Alors effectivement, euh, vous pouvez être amené à officier sur d'autres compétitions, sur d'autres régions, etc. Ou même sur d'autres départements, ou peu importe. Euh, ok, vous pouvez avoir 5 tournois Jurbit autour de vous, coach pardon, autour de vous. Mais même dans ces circonstances-là, vous devez dire que, ok, peut-être qu'on n'est pas en région parisienne, peut-être qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie ou j'en sais rien. Mais il se trouve que pour ce type de compétition, c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, pour cette compétition, c'est ces règles-là, règles officielles et ces règles que moi j'ai fixées en tant que chef d'orchestre, qui vont s'appliquer et qui s'appliquent. Voilà. Et c'est tout. Donc encore une fois, bien évidemment qu'on y est confronté tous les jours à ces contestations. Ah bah oui, mais ailleurs c'est comme ci, ah bah oui, ailleurs c'est comme ça. Mais il faut expliquer de manière simple et concise comment ça se passe sur votre compétition. Et c'est bien effectivement de rappeler le code de conduite des joueurs et des coachs quand ils l'oublient, hein. On a un problème, on explique la règle et voilà. Euh, on ferme le banc après. Alain, tu voulais peut-être ajouter quelque chose avant qu'on termine le webinaire? Ah, t'es en muet. Oui, Vas-y. effectivement. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est comment donner un carton quand on est juge arbitre seul sur un tournoi. Hein, il n'y a pas d'arbitre. Et donc, ce juge arbitre voulait mettre un carton qui était tout à fait justifié d'ailleurs. Donc, il est parti de sa table en courant. Donc, déjà, ça, non, on ne court pas, hein, dans la salle. Il arrive non pas sur le terrain, il s'arrête en bordure de terrain, même à un bon mètre 50 de la bordure du terrain. Il sort son carton et il annonce très fort avertissement pour mauvaise conduite. Euh, le joueur s'est retourné vers lui, mais le juge arbitre était déjà reparti. Donc, ça, c'est pas possible. Quand on doit donner un carton et qu'on est tout seul, on va jusqu'au terrain sans courir, on rentre sur le terrain et on explique au joueur pourquoi il va avoir un carton. Et seulement après, on sort son carton, hein, et on montre le carton. Parce que sinon, euh, bon, d'accord, il a une mauvaise conduite. Pourquoi le juge arbitre est parti, donc de toute façon, il est là au milieu de son terrain, il a pris son carton et il se demande ce qui va se passer. Et il ne sait pas pourquoi vraiment, en fait, hein. Donc c'est vraiment très important qu'il y ait ce dialogue quand même
même dans ce cas-là, hein, c'est le cas où on met un carton, euh, il faut qu'on explique au joueur pourquoi il a ce carton. C'est important. Et surtout, on ne le fait pas en dehors du terrain, parce que bon, peut-être que le gars, en fait, il va croire que c'est le gars d'en face qui a pris un carton, on ne sait pas, hein, Oui, je veux dire. on le Donc fait en c'est face du important. joueur, à hauteur de Dieu, enfin d'homme, etc. Donc vraiment, voilà, il faut, comme le dit Alain, il faut vraiment se rapprocher et le faire à hauteur d'homme. Ok, Voilà, c'est bah tout. du coup, voilà, l'idée de ce webinaire, c'était bah, voilà, de vous donner quelques tips, quelques euh, façons de faire. Alors bien évidemment, là c'est la théorie et vous verrez que quand vous serez soumis à la pratique et vous l'êtes tout le temps, bah, ça peut être plus difficile à mettre en place en pratique. Mais néanmoins, je vous invite à, donc vous allez avoir les slides à votre disposition, à les revoir et à vous dire, bah voilà, allez, je vais essayer de travailler ce point-là. Comme vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec, je sais pas, les sorties de poule ou j'en sais rien, et bah, parfois en amont d'une compétition, vous travaillez vos sorties de poule. Bah, là, c'est le même principe, ça se travaille, donc n'hésitez pas à travailler aussi ces points-là. Et bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve pour un prochain webinaire dont vous aurez décidé le thème. Donc n'hésitez surtout pas à nous balancer des thèmes qu'on pourrait aborder pour les prochains webinaires. Bonne soirée à tous. Merci à tous, merci Seb, merci Bonne Joachim, soirée, merci bonne merci de soirée. la participation. Salut, salut. Ciao.